Marceau. Le soir. Avec Marceau. Radio X. Attache ta tuque, Camille, parce qu'on embarque dans un beau voyage jusqu'à 22h avec Pascal Piquet, qui est spécialiste de la dépendance affective et du bonheur. Salut Pascal. Bonsoir, vraiment ravi de revenir. Ça faisait un moment. Oui, on s'est ennuyé. C'est parce que j'étais en train d'écrire un livre. Oui, ton livre que tu viens nous présenter ce soir, La jungle des comportements humains pour s'en sortir. Suivez le guide. Pourquoi t'as senti le besoin de faire ce livre-là? Parce que j'en avais assez de parler de cœur, amour et sentiments. Ouais. J'en avais assez de parler de mes deux conjoints que j'ai essayé de tuer, du fait que j'étais tombée dans l'alcool, de tous les burn-out et dépressions que j'avais pu faire. Ouais. T'as-tu entendu, Camille? Oui. Elle a voulu tuer ses deux conjoints. Oh mon Dieu! Ses deux ex. Je les ai loupés. Oh. Je suis calmée, le troisième est tout à fait serein. Et donc, j'en avais assez de parler de tous ces trucs-là et je me suis dit, je vais me tourner vers l'entreprise parce que j'avais envie de donner des formations en entreprise. Et on s'entend que quand on a... Les comportements humains sont les mêmes quand ils sont en déséquilibre, que ce soit dans la vie sociale, privée ou professionnelle. Donc, la première partie, c'est un coaching pour tout le monde et la deuxième partie s'adresse plutôt à ce qui peut se produire en entreprise et on est nombreux à travailler, à être en contact avec des clients ou les travailleurs autonomes ou les patrons, les employés. En fait, j'ai voulu abattre les clivages. J'en ai assez qu'on parle un langage ésotérique aux patrons et un langage un peu stupide aux employés. Je parle le même langage à tout le monde pour pouvoir les connecter. Et je parle aux patrons dans le respect des employés, aux employés dans le respect des patrons. Et le patron donne le ton. C'est lui qui va imprimer le ton à son entreprise et c'est lui qui va embaucher des dominateurs, des lieutenants qui sont des dominateurs qui vont écraser les employés, ou lui qui va embaucher des gens qui vont être humains à son image et qui vont respecter les employés. Est-ce que tu as l'impression, Pascal, que c'est générationnel, ça? Non. Non? Ça a toujours été. Il y a toujours eu des dominateurs dans les entreprises. Mais il y a encore des jeunes patrons, je sais pas moi, de 30 ans qui agissent comme l'ancienne garde là, de patrons où tu devais absolument tout donner pour l'entreprise, quitte à donner de ta santé, à donner un peu de ta famille, puis toi tu recevais rien. Il y a encore ce type de patron-là? Oui, parce que ce n'est pas du tout une question de mode ou de génération. C'est une question d'être un dominateur ou un dominant. Tu te rappelles, T'as révisé tes notes, Yannick? Oui. J'apprends tout le temps avec toi. Donc la différence entre le dominant et le dominateur, c'est que le dominant est un leader et le dominateur, c'est un dictateur. Ah, bah oui. Donc si tu as affaire à quelqu'un qui a une tendance à être dominateur, c'est foutu. Mais un dominateur, il a peur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va arracher par la force ce qu'il sait ne pouvoir obtenir autrement. Donc le dominateur va écraser, et alors si c'est le patron qui écrase, il va avoir des lieutenants qui écrasent. Dans mon livre, il y a un passage qui est assez effrayant. Je reprends un film qui s'appelle I comme Icare, avec Yves Montand. Et dans ce film, on explique comment Hitler a pu provoquer un tel génocide. C'est fabuleux, parce que tout le monde est déresponsabilisé, donc Hitler envoie des ordres à des généraux qui envoient des ordres à des lieutenants qui envoient des ordres, et sur le terrain, on met les psychopathes, ceux qui sont capables de torturer. Eh bien, c'est ce qui se produit dans les entreprises aussi. On va avoir un patron stressé qui est pétri d'anxiété ou de mégalomanie, qui va écraser ses lieutenants, qui eux-mêmes vont écraser les employés, et du coup, on va tomber dans le burn-out. Et le burn-out, c'est une allergie à un environnement toxique. La dépression, c'est pareil. La dépression, c'est plutôt dans la vie sociale et privée. C'est aussi une allergie à un environnement toxique. Et le burn-out, les Français disent le burn-out. Je reviens d'Europe, là où j'ai fait la promotion de mon livre, ils disent le burn-out. Au début, j'ai me demandé de quoi ils parlaient. Et quand t'es arrivé là, est-ce qu'ils ont dit que t'avais un accent québécois? Un petit peu, ça fait mon charme dans les médias en France. Parce que moi, je sais que je traîne sur quelques voyelles. Oui. Les Québécois s'en rendent pas compte, mais les Français, oui. Ah ouais. Mm-hmm. Pourtant, pour nous, t'as pas d'accent québécois, t'as un bel accent français. Est-ce que ça se dit? Oui. Non, au Québec, ça se dit, mais si tu vas dire aux Français qu'ils ont un bel accent chez eux, ils seront pas contents. Mais si, on adore ça. Ah oui? Mais l'accent parisien à Paris, ça a intéressé personne. Donc l'accent parisien ici, ça fait mon charme. Ben oui, voilà. Et voilà, j'ai tout compris. Ça fait de toi une personne différente. Oui. Tu vas être en conférence bientôt. Tu vas parler de dépendance affective, d'addiction et de mauvais comportements. Tu vas faire ça à quel endroit? Au Cégep Garneau. Et en fait, c'est une levée de fonds pour la Maison de Job, qui est une maison de thérapie et de réinsertion qui me tient à cœur parce que on a vraiment besoin de vous, mesdames et messieurs. Venez voir cette conférence. C'est un show. Tu m'as jamais vu en conférence? Non.
Je fais un show. C'est pas du tout le truc plan-plan avec le lutrin et tu lis. Non, c'est un vrai show. Il y a des images percutantes. T'amuses. Oui, comme une petite folle. Et puis j'interpelle le public. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et puis ça va surtout soutenir la Maison de Job. Tous les bénéfices vont à la Maison de Job. Donc c'est le 15 mai à 19h au Cégep Garneau. C'est 1660 rue de l'Entente. Oui. Boulevard de l'Entente. Boulevard de l'Entente, voilà. Et puis on a des commanditaires. On a Service Alimentaire 2000, on a Publicité GF, Production Imprimée Richard Vézina, Privilège Jim, Tim Horton de Étienne Dubreuil, on a Le Seigneur des Fourneaux et Impôt PLB. Et ce sont des gens que je remercie de soutenir ce mouvement. Il faut dire que c'est pour des gens démunis, c'est des gens qui sont vraiment en recherche d'équilibre et qui se prennent en main. Donc c'est extraordinaire l'équipe, c'est l'équipe de Marie-Thérèse Jean qui est intervenante et on sent qu'ils sont impliqués et surtout ils ont apprécié ma philosophie de travail. Et qu'est-ce que les gens vont apprendre? Ce sont les addictions. Donc ils reconstruisent leur confiance, ils reconstruisent leur estime. Ouais. Et puis ils à leur souhait, ils sont enfermés quelque temps pour s'éloigner un petit peu des addictions. Et les addictions, ça peut être la dépendance affective, ça peut être les drogues. Tu sais, je vais faire une révision, Camille, parce qu'il a tout oublié, Yannick. Ouais. Donc la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. D'accord. Qui provoque un grand vide à l'intérieur. Et ce vide, l'être humain en déséquilibre va essayer de le remplir par quelque chose d'extérieur. Okay. Donc ça va être la drogue, l'alcool, le jeu, le travail, le sport, tout ce que tu veux. Ça va être aussi une autre personne, ce qui fait qu'on est en dépendance émotive, on est émotivement dépendant d'un autre être humain. Donc la dépendance affective qui vient du manque de reconnaissance, affection et protection des parents, ce qui n'a pas développé la confiance et l'estime, provoque ce vide. Donc la dépendance affective, c'est la mère de toutes les dépendances. Et du coup, eh bien, on sait que ce n'est pas avec quelque chose de l'extérieur qu'on peut remplir ce vide, c'est avec la confiance et l'estime qu'il faut réparer. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle on va tomber dans les addictions à cause de ce vide. Dans les cas extrêmes, on va faire de l'anxiété, dépression, burn-out et suicide. On passe aussi par les phobies, on passe aussi par les tics obsessionnels compulsifs, c'est très 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 souffrant. Mais le premier symptôme, ce sont des épisodes d'inconfort, puis des épisodes d'anxiété, puis de l'anxiété généralisée, puis la dépression, le burn-out, et on va jusqu'au suicide parce qu'on souffre beaucoup. Donc c'est ce qu'il faut prévenir. C'est pour ça que cette conférence explique le lien entre la dépendance affective, les addictions et les mauvais comportements. Parce que pourquoi un dictateur a un mauvais comportement? Ça vient de quelque chose. Oui. Mais pourquoi? C'est parce qu'il est terrifié? Il est terrifié qu'on menace son pouvoir. Donc tous les dictateurs ont peur, tous les dominateurs ont peur. Parce que les dominants qui sont les leaders n'ont pas peur. Alors, je me suis fait remonter les bretelles par un auditeur parce que je disais qu'Obama est un leader et que Trump est un dictateur. C'était un fan de Trump, pas de peau, mais c'est un dictateur quand même. Quelqu'un qui est capable de prononcer des paroles, de proférer des paroles misogynes ou xénophobes ou qui veut écraser tout le monde, on se demande pas... As-tu remarqué qu'il n'y a aucune photo de lui où il sourit? Est-ce que c'est une perception? Quand tu regardes sur des images vidéo, à quelques endroits, il peut sourire, effectivement. Il a un rictus. Mais c'est rare. Il a un rictus. Ouais. Mais moi aussi, c'est rare, je souris. Oh, si. Ah, je souris? Mais bien sûr. Ouais. Arrête, t'es un leader. Tu souris avec les yeux. Est-ce que je suis un dictateur pour toi? Ou... Non, t'es un leader, leader, assurément. Ouais. C'est vrai. Un dominant versus un dominateur. Je dis pas ça parce que j'ai peur, là. OK. Oui, donc, c'est le 15 mai. Le 15 mai. Au Cégep Garneau. Oui, alors sur mon site www.pascalpiquet.com, il y a toutes les informations et sur le site de la maisondejob.org, il y a également toutes les informations. On peut prendre des billets sur le site de la Maison de Job, mais on peut aussi acheter les billets sur place. Et je pense que les Québécois sont plutôt du style à acheter les billets sur place. Ah, peut-être. Faut faire un rappel, par exemple. Donc, je vais te confier une tâche, juste me rappeler peut-être une journée ou 2 journées avant qu'il faut s'inscrire pour aller voir Pascal Piquet. Oui, avec plaisir. Ouais. On peut offrir aussi 2 paires de billets. On peut offrir 2 paires de billets. Puis et un livre. On a 1 ou 2 livres. Ah, je sais pas, Camille, est-ce que tu veux un des 2 livres? On peut faire les 2 si tu veux. Ouais. Mais si tu veux, on lira, c'est ça que je voulais dire. Oui, on va les faire tirer. OK, je pense qu'elle a pas compris. Non, mais moi, j'ai compris. Elle sait pas lire. Elle sait pas lire. Regarde juste le dessin. Voilà. D'accord. Ah, wow. C'est explicite, hein? Ouais, c'est elle qui l'a décidé. Non, ouais. Pascal Piquet, est-ce qu'on peut tout avoir dans la vie? Oui. T'as une autre question? Wow! Je l'aime.
Ben, j'aurais pu te dire ça moi aussi, là. Attends de voir, il est jaloux, son explication. oui. Pourquoi on peut tout avoir dans la vie? Ben parce que la fausse croyance, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Donc une grande majorité de gens n'a pas tout parce que s'ils ont le bon conjoint, ils pensent qu'ils peuvent pas avoir le bon travail. S'ils ont le bon job, ils pensent qu'ils n'auront pas le bon conjoint. S'ils ont le bon domicile, ils pensent qu'ils n'auront pas le bon conjoint ou le bon job. C'est faux. On peut tout avoir, bien sûr. Ce sont des fausses croyances que nos parents nous mettent dans le crâne. Et du coup, on part avec les mauvaises cartes. Tu les connais, mes fausses croyances, la préférée, aimer c'est souffrir. Il y en a toujours un qui domine. Il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Hein, Camille? Ah oui? Oui. Eh ben non. Puis tu vas devoir répéter ça dans 6 mois. Eh ben non. Ouais. Mot pour mot. Non, aimer c'est être heureux. Ouais. Il faut pas faire des sacrifices, des compromis, des concessions parce qu'en fait, on ne fait que se soumettre. Il faut trouver la zone de confort. En discutant, en communiquant, on va trouver la zone de confort. Est-ce que toutes les couples font ça, Pascal? Malheureusement non. Mais c'est parce que, tu sais pourquoi? Parce que dans un couple, il n'y a pas 2 personnes, il y en a 4. Et je ne parle pas d'une partie d'échangisme, mais il y en a 4. Il y en a qui est déçu dans ça. Oui, je sais, mais dans un couple, il y a 4 personnes. Tu m'expliques ça comment? Eh oui, c'est parce que dans un couple en déséquilibre affectif, il y a le côté adulte et le côté enfant chez chaque personne. Donc, c'est rarement les 2 côtés adultes qui se parlent, c'est le côté adulte qui parle au côté enfant de l'autre, ou le côté enfant de l'autre qui parle au côté adulte de l'autre, ou les 2 enfants qui se disputent. Résultat, on n'a pas un couple équilibré. Parce que c'est une guerre de territoire, c'est une guerre de pouvoir, et c'est une relation gagnant-perdant. Donc c'est un bras de fer. Alors c'est un bras de fer dans lequel c'est pratiquement toujours le même qui perd, qui accepte de perdre, ou alors c'est la foire d'empoigne comme c'était mon cas. Moi je sautais à la figure de mes conjoints et ils ripostaient. Ouais. Donc c'était un match de boxe assez équitable, mais il y en a aucun des 2 qui voulait se laisser dominer, mais où ça fait des matchs de boxe, ou alors il y en a un qui continue à se laisser dominer et puis ça finit mal, ça finit en dépression, ça finit mal. Mais est-ce qu'il faut toujours mettre les choses au clair dans toutes les situations avec notre conjoint, notre conjointe? Qu'est-ce que t'appelles les choses au clair? Dans le sens où, tu sais, dans mes anciennes relations, il y a des choses qui me plaisaient pas, mais je veux dire, la personne pouvait faire quelque chose, puis ça la rendait heureuse, puis comme elle était heureuse, ça me faisait plaisir. Mais des exemples concrets, j'en ai pas là présentement, mais je me suis jamais vraiment chicané avec mes conjointes. Puis je vais t'avouer une chose, c'est que souvent quand je dis ça, puis là ma blonde est là, ben ouais, c'est vrai, on chicane jamais, ben on se fait juger autour de la table. Ben oui. Mais faut comprendre une chose, on chicane jamais. Ça veut pas dire qu'il y a pas de froid, là. Non, mais c'est très bien de pas se chicaner. C'est pas une règle de se chicaner. C'est les 2 enfants intérieurs qui se battent. Donc, est-ce qu'on est des adultes responsables? Est-ce qu'on est capable de se parler? Plutôt que de se tirer les cheveux et de s'arracher la tête? Puis de passer à autre chose rapidement. Mais oui, mais on se parle. Bon, mais on regarde ce que l'autre défend. C'est ce que j'explique dans mon livre aussi. Les positions perceptuelles. C'est-à-dire, tu te mets dans tes chaussures pour voir ce que tu défends dans un conflit ou dans une discussion, on va dire. Et ensuite, tu te mets dans les chaussures de l'autre pour comprendre sa position. Au lieu d'essayer d'avoir du pouvoir sur lui, de chacun tire la corde à lui ou la couverture, ben non, comprends ce que l'autre défend. Donc la position 1, la position perceptuelle 1, c'est toi, dans tes chaussures. La position 2, c'est dans les chaussures de l'autre. C'est valable pour n'importe quel conflit, que ce soit professionnel, social ou privé. Et ensuite, la 3e position, c'est je me détache, je me regarde moi avec la personne d'en face et je regarde ce qui est en train de se passer. On prend du recul. Et souvent, on a des informations. Souvent, il faut juste comprendre, mais par exemple, un dominateur, il est terrifié. Et il fait croire qu'il a des gros bras, qu'il terrifie tout le monde et il aboie fort, mais il est terrifié. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété parce qu'il a peur qu'on lui prenne son pouvoir, il a peur de perdre son entreprise, il a peur de perdre ses prérogatives. Ouais. Peur. Parce qu'un dominant, un leader n'a pas peur. Il est confiant. Donc le dénominateur commun entre les dominateurs et les dominés, c'est la peur. Dominateur et dominé ont peur. Le dominateur a peur, donc il écrase, et le dominé ayant peur, il se laisse écraser. Alors que le dominant, lui, il est confiant. OK. Donc, ce que tu me dis, c'est que j'ai tellement pas peur qu'elle me quitte pour un plus beau, parce que c'est impossible, que je ressens pas ce stress-là. J'aime ta confiance en toi. J'ai plus rien à faire avec toi, je peux me retirer, mesdames et messieurs. Non, mais c'est parce que ça dérange, ça. Quand on dit aux gens, non, nous, on se chicane jamais, on a des froids, mais on passe très rapidement à d'autres choses. Voilà. Si quelque chose rend heureux à l'autre personne, ben, c'est notre conjoint, c'est notre conjointe. On veut qu'elle évolue elle aussi, ou qu'il évolue lui aussi. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas à ton détriment, je veux dire, ça fait plaisir de faire plaisir. Ouais. Mais tu vas pas faire quelque chose que tu exècres parce que ça va faire plaisir à l'autre personne. C'est la différence entre le besoin et le plaisir. Est-ce que je fais les choses par besoin, donc j'endure n'importe quoi parce que je veux pas quitter l'autre, ou je veux pas que l'autre me quitte, ou alors je le fais par plaisir.
En fait, le premier qui a peur, attention, j'en ai inventé plein des nouvelles phrases, hein, Yannick. Oui. Le premier qui a peur... Faut que je réécoute 3 fois l'émission. Minimum. Le premier qui a peur a perdu. Ah. Bon. Et c'est vrai dans n'importe quelle situation. Le premier qui a peur a perdu parce que l'autre va prendre le dessus. C'est immédiat. Si tu as peur de perdre ta conjointe, t'es foutu. Elle va te prendre le dessus. Et quand elle t'aura pris le dessus, au fur et à mesure, elle va te mépriser parce que tu vas faire la carpette. Le tapis welcome. Quand 2 personnes s'obstinent, il y en a qui trouvent plaisir à écraser l'autre et de gagner des points. On voyait ça souvent quand on était adolescent, deux adolescents qui étaient ensemble, 2 personnes s'obstinaient, puis on écrasait l'autre, on était content, regarde, c'est moi qui ai raison, puis l'autre personne s'écrasait. Il y a des gens qui retirent du bénéfice à ça, d'écraser leur conjoint, leur conjointe, puis de leur faire subir ça. C'est le pouvoir. Donne du pouvoir à un dominé et il peut devenir le pire des dominateurs. Est-ce que c'est conscient? Oui et non. Oui, parce que quand tu as peur et que tu as du pouvoir, tu vas écraser ce qui te fait peur. Regarde dans les galères. Il fut un temps où on envoyait les gens en galère. Oui. On nommait un des galériens le responsable des autres et il devait les fouetter. Il prenait ce pouvoir-là. Du coup, il était plus un galérien comme les autres. On pourrait penser qu'il avait de la compassion pour ses petits camarades. Pas du tout. Il était encore plus vicieux que si on avait pris quelqu'un qui est sur le pont. Donne du pouvoir à un dominé, il peut devenir le pire des dominateurs. Parce que si t'as été écrasé toute ta vie et que d'un seul coup t'as le pouvoir d'écraser quelqu'un, le réflexe, ça va être souvent d'écraser. Ouais. Quelqu'un d'équilibré, il y a personne au-dessus de lui, il y a personne en dessous, il n'a pas le désir d'écraser qui que ce soit. Mais quelqu'un de déséquilibré, qui a été dominé et qui d'un seul coup prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il a appris? Que soit t'es dominé, soit t'es dominateur. Donc maintenant que j'ai le pouvoir, je vais t'écraser. Il y a de fortes chances qu'il y ait un désir de vengeance qui prenne le dessus de lui. Absolument, c'est l'humiliation dans les blessures d'enfants, l'humiliation et l'injustice. T'es en colère, moi c'est ce qui m'est arrivé. C'est parce que j'étais dans une colère noire d'injustice. Tout devenait injustice pour moi. Et ce qui fait que mon mari à l'époque, je lui ai sauté à la figure. J'ai pas vu le coup venir, mais le deuxième, je savais qu'il allait payer pour tout le monde. Ouais. Donc c'est à un moment donné, on est tellement pétri d'injustice et d'humiliation et d'impuissance qu'on devient violent. On devient violent pour se faire entendre. Tu m'écoutes pas, mais maintenant que je suis grand et fort, je vais te montrer que tu vas m'écouter. OK. Mais ça, c'est pas la bonne solution non plus. Mais quelqu'un qui se sent dictateur, là, est-ce qu'il peut être, puis il nous écoute présentement, il se dit, dictateur, dans mon couple, j'ai pas l'impression que j'en suis un, mais par contre, dans mes emplois, puis en amitié, j'ai l'impression que j'en ai, puis avec mes enfants, ou c'est dans toutes les facettes de sa vie qui agit de cette façon-là, parce qu'il a peur. Il faut savoir qu'un dominateur, à un moment ou à un autre, est toujours dominé par quelqu'un. On le voit dans l'histoire, tu vois Hitler, tu vois Napoléon, Jules César, regarde la saga de tous les empereurs romains, ceux qui sont cruels et qui sont des dictateurs, à un moment donné, ils se font avoir au tournant. Alors, tu peux avoir un patron qui est un dictateur, qui est un dominateur, mais il est dominé par sa femme, qui est dominé par sa mère, qui est dominé par son mari, qui est dominé par son chien. Un dominateur est toujours dominé. C'est-à-dire que c'est comme... Tu te rappelles l'histoire de la femme avec son bois? Non. Il faut vraiment qu'il révise, hein. Il faut que tu t'occupes de ça. Une femme qui avait un boa, mais c'est une histoire vraie, que j'ai prise comme métaphore, mais c'est une histoire vraie. Elle avait un boa. On va lui filer des frissons à Camille. Donc, cette femme achète un boa qui a une dimension à peu près d'1 mètre. Et puis, la particularité de cette femme, c'est qu'elle dort avec. OK. Et le boa dort lové sous les couvertures. Et puis, elle le nourrit, bien sûr. Le boa grandit et à un moment donné, de nombreuses années plus tard, le boa a un comportement différent, c'est-à-dire qu'il ne dort plus lové sous les couvertures, il dort le long de son corps. Oui. Et donc, elle va voir le vétérinaire inquiète de ce nouveau comportement. Et le vétérinaire lui dit, « Madame, dépêchez-vous de vous en débarrasser. Il est en train de vous mesurer pour vous bouffer. » Donc, le serpent ne fait pas le lien entre sa nourriture et la dame. Pour lui, elle a toujours été de la nourriture sur pattes. Il faut juste qu'il soit assez grand pour la gober. Donc, quelle trahison. C'est ça, voilà. Donc, ce qu'on comprend, c'est que quelqu'un qui a peur, les gens en déséquilibre affectif, donc en manque de confiance et d'estime, quand ils se croisent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mesurent. Qui va bouffer l'autre? Si je peux te bouffer, je te bouffe tout de suite, comme ça, clac, je t'écrase et c'est moi qui ai le dessus. Si je suis pas trop sûre, je vais t'attendre au tournant. Je vais voir ce que je peux faire, mais je vais t'attendre au tournant. Mais si j'ai peur, je vais me laisser dominer, je vais m'enfuir. C'est ce qui se produit, et c'est ce que j'explique dans mon livre. Les comportements humains sont très simples. Ils sont toujours les mêmes.
Toujours. Il y a la différence entre les comportements de personnes équilibrées et de personnes déséquilibrées. Mais dans le déséquilibre, c'est dominateur-dominé. Alors que dans l'équilibre, ce sont deux dominants qui se syntonisent. Tout simplement. On se syntonise. Regarde, on s'est syntonisé tout de suite, hein, Yannick. Toujours. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça a été immédiat. Oui. Tu sais pourquoi? J'ai peur de la... est-ce qu'on doit couper les micros? Non. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que t'es attachante. Ah, c'est gentil. Parce que t'es foncièrement honnête. C'est ce que je ressens. Parce que t'es humaine puis tu racontes à quel point t'as eu de la difficulté. Écoute, qui dit en ondes, j'ai pensé tuer mes 2 derniers conjoints? Ah non, j'ai pas pensé, j'ai essayé, c'est pas pareil. T'as essayé. Qui dit ça? Il y a personne qui dit ça, il y a juste Pascal Piquet. Belle franchise. Et ce jour-là, j'ai tout de suite connecté avec toi. T'as oublié l'alcool, le côté cougar, t'as oublié tout ça, les dettes, les 2 dépressions, le burn-out, t'as oublié tout ça. Tout ça, c'est dans Le Syndrome de Tarzan, mon best-seller qui est sorti en 2005. Mais tu le mentionnes. T'as jamais pensé cacher cette facette-là de ta personnalité parce que ça fait partie de toi, puis ça a fait en sorte que ça a formé l'être que tu es présentement. Mais parce que toutes les personnes qui ont honte, qui se sentent coupables de toutes sortes de choses, parce que leur mauvaise programmation les ont poussés dans des mauvais plis ou des mauvaises postures, mais je suis là pour leur dire, ça se répare. Vous n'êtes pas là pour être... Il y a la femme d'un client qui avait pris rendez-vous avec moi. Elle a découvert qu'il avait pris rendez-vous avec moi. Elle m'a écrit... Tu es une ex-alcoolo meurtrière et gourou. Ouais. Ça peut être un point de vue. Ça peut être un point de vue. Moi, je me vois pas comme ça, mais elle me voit comme ça. Bon, un jour, 2 hommes parlaient devant moi de moi, et puis il y en a un qui dit, non, moi j'en voudrais pas, tu te rends compte, elle a failli tuer ses 2 premiers conjoints, elle pourrait tuer le 3e, elle est tombée dans l'alcool, si ça se trouve, elle va y retomber. Et l'autre dit, non, moi je la trouve extraordinaire, elle est sortie de toutes ces embûches, et puis aujourd'hui, tu vois ce qu'elle est devenue. Mais les deux ont raison dans leur perception. Chacun aura la perception qu'il veut. Oui. Les deux ont raison. Ils ont cette perception-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais la dame était plus fâchée contre moi que autre chose, en traitant d'ex-alcoolo meurtrière et gourou, et en danger pour sa famille. Mais bon, j'ai souri, j'ai pas répondu. J'ai dit, donc, je pense que vous voudrez pas faire un coaching avec moi. Ouais. T'en fais encore beaucoup de coaching? Oui, j'ai toujours... encore les gens chez toi? Oui, pour 2 jours et pour mon coaching VIP, c'est maintenant les Européens qui viennent pendant 1 semaine. Et je vais les chercher à l'aéroport et pendant 1 semaine, je les chouchoute, je les dorlote, je les coach, je leur fais faire 3 activités extraordinaires qui sont des secrets, ce sont des activités en faveur du bien-être. Ouais. Et ils sont ravis. Alors, je leur fais visiter le village des irréductibles québécois heureux à Saint-Jean-de-Matha. Et donc, on fait le tour du village. Ils vivent ma vie. Pendant 1 semaine. Ouais. Je leur montre les photos des ours qu'il y a en ce moment. On a des ours en ce moment. Il y a des ours sur le terrain? Oui. Sur le terrain. Oui, sur mes 90 acres. Pas tout à fait à la porte de mon garage, mais mais c'est fabuleux. Ils adorent ça parce que c'est un dépaysement complet. Et puis, c'est se transformer dans le plaisir. C'est vraiment ça. C'est leur faire découvrir toutes sortes de choses, des activités qui leur ouvrent les portes. Et puis, surtout, je réveille l'âme d'enfant. Tu te rappelles bien sûr la différence entre l'âme d'enfant et l'enfant intérieur. Bien sûr, je m'en rappelle, mais je vais te laisser le répéter. Oui, moi en même temps, écoute, j'apprends plein de choses. Je suis nouvelle, moi. Bonjour. Eh bien, la différence entre l'enfant intérieur et l'âme d'enfant, c'est que l'enfant intérieur rime avec peur. C'est le fameux enfant qui se dispute. OK. Donc ça, là, c'est un terroriste terrorisé. Quand il prend les commandes, on n'a plus de sens commun. Et l'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser et à s'émerveiller. Ah. Donc, je ne m'étonne plus de rien parce que je m'émerveille de tout. Ça, c'est précieux, c'est ce qui nous fait rentrer dans le monde des enfants. Pour tes 2 fistons, et puis tu le sais. Oui. C'est notre capacité à nous amuser, à nous émerveiller, ce qui fait qu'on rentre dans le monde des enfants. Mais l'enfant intérieur, lui, il est terrifié. Comment t'as fait pour trouver ton équilibre? Tu sais, avec tout avec toutes les expériences de vie que tu as eues, quand est-ce que tu t'es dit, là, j'ai trouvé mon équilibre, je suis vraiment heureuse? Eh bien, au début, c'est quand il pleuvait plus. Je me suis dit, j'ai traversé des tempêtes, je me suis dit, il pleut plus, ça doit être ça le bonheur, il ne pleut plus. Mais non, je me suis rendu compte que c'est quand il fait soleil. Et en fait, c'est quand il n'y a plus aucune souffrance et il n'y a plus d'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est toujours un message de ton subconscient pour te dire que tu n'es pas à la bonne place. L'anxiété, c'est un système d'alarme. Et donc, on a tendance à vouloir la faire taire, cette anxiété, mais elle est là pour te dire, il y a quelque chose qui cloche. C'est l'autodéfense. Ouais. C'est parce que tu manques de confiance, d'estime, et du coup, tu te mets dans des pièges, et du coup, t'es pas avec le bon conjoint, ou pas dans le bon job, ou tu te fais massacrer par tes amis, il y a quelque chose. Parce que quand tu es heureux, et c'est la sérénité, il y a pas de système d'alarme. Tu sais, être heureux, c'est un job à plein temps. Donc, quand tu es heureux, d'abord, tu critiques pas les autres.
Tu restes dans ton couloir de natation. Chacun son couloir de natation. Donc tu regardes pas dans ceux des autres, tu laisses personne rentrer dans le tien, mais tu vas pas dans ceux des autres non plus. Les gens qui sont agressifs, c'est forcément la manifestation d'un mal de vivre. C'est évident. Parce que quelqu'un d'heureux est pas agressif. T'es agressif, toi? Non, pas du tout. Camille? Non. À part au hockey, peut-être. Ah, ça c'est pas pareil. Là, ça c'est ta testostérone. Oui, voilà. Là, t'as le droit de la laisser parler. Voilà. Là, t'as le droit. Mais c'est ça, l'équilibre, je me demande tout le temps quand est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est en équilibre quand partout, on va bien, dans toutes les facettes. quand il n'y a pas de notre souffrance. Puis t'as parlé d'anxiété, moi quand j'étais jeune, je n'avais jamais ressenti ça. Puis l'anxiété, il y en a qui sont stressés dans la vie, moi je suis jamais stressé, mais des crises d'anxiété, est-ce que t'as déjà fait ça, Camille? Non. C'est comme un cancer. Ben là, j'ai Ça jamais fait eu mal, le cancer, là, mais c'est comme quelque chose qui te ronge ou l'estomac. Ça ronge le cœur et l'âme. Ouais, ça pèse, puis dans ta tête là, ça revient aux 10 secondes. As-tu trouvé l'origine? Ben oui, ben ça m'est arrivé souvent, puis c'est des petites crises d'anxiété, mais c'était je sais pas moi, j'avais eu une mauvaise journée au collège, puis il y avait quelque chose qui me rendait pas fier que j'avais fait ou que j'avais dit à quelqu'un, puis j'aurais peut-être dû le dire d'une autre façon. Puis entre 2h puis 3h du matin, ça se révèle, ça, cette fameuse crise d'anxiété-là. Les deux yeux m'ouvrent, puis je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, je me rends compte que j'étais en train de réfléchir à ça pendant que je dormais. Ouais. Puis là, je pensais à ça. C'est pas le fun, ça, l'anxiété. Et qu'est-ce que t'as fait? Ça passe. T'as pas réglé ça en allant voir la personne ou quoi? Non, mais surtout, c'est souvent le lendemain matin que t'as trouvé les réponses. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pendant ces crises-là, j'en fais pas régulièrement. Je n'ai fait peut-être 4-5 grosses là, dans les 10 dernières années. Mais pendant ces crises-là, on dirait qu'on n'est pas sur la même planète, tu sais, qu'on est d'habitude. C'est qu'on réfléchit, on est couché, ça fait mal, puis on voit les fois les choses pires qu'elles sont. Puis là, tu te rendors, puis le lendemain, tu te réveilles, tu dis, OK, là, j'étais complètement ailleurs cette nuit. Voici les choses que je devrais mettre en place. Puis tu essaies de pas répéter l'erreur que tu crois que tu as faite. Là. Mais parce que tu paniques. Oui, c'est l'enfant ça. intérieur qui prend les commandes. Ouais. C'est ce terroriste terrorisé. Donc il y a plusieurs philosophies. Il y a une philosophie qui va te dire de le chouchouter, de le dorloter, de le rassurer. Mais tu ne peux pas faire ça à quelqu'un qui est en panique. C'est pas possible. Donc moi je préconise de le faire grandir de façon à devenir complètement adulte et lui de le renvoyer dans le passé là où il joue avec ses petites voitures et ses poupées Barbie, c'est là qu'il est bien. Ouais. Mais tu vois que c'est un système d'alarme, ça te signale qu'il y a quelque chose qui cloche. Les gens me parlaient de ça, puis je riais de ça. Moi, je dors comme une bûche, pas de problème, puis tout d'un coup... Et boum, les yeux grands ouverts. Mais on est d'accord que c'est un système d'alarme. Et c'est pour ça qu'il faut pas le faire taire. Parce que c'est comme quelqu'un qui, tu sais, qui est paralysé, là, puis il sent plus la douleur. Donc il peut se brûler, puis la peau peut être vraiment très très abîmée, mais il sent plus. Donc l'anxiété, il faut la chérir, parce que quand elle se manifeste, c'est que elle prévient qu'il y a quelque chose. Mais après, quand on va bien, on n'en fait plus. Moi, ça fait très longtemps que j'en ai plus fait. Et tu sais quoi? Mais les gens qui vivent avec ça... Mais c'est affreux, il faut régler ça. Mais c'est un message. Mais si tu l'écoutes pas, ce message, l'anxiété monte. Ouais. À un moment donné, c'est plus vivable. C'est affreux. Moi, j'en faisais, j'étais à genoux par terre, je pouvais plus respirer. La seule chose qui me permettait de respirer, c'était l'alcool. Mais c'était affreux. J'avais la cage thoracique écrasée dans un étau. Il y avait plus rien qui tenait debout dans ma vie, même pas moi. J'avais plus de conjoint. Le deuxième était parti entre deux policiers. J'avais plus d'argent. J'avais des dettes par-dessus la tête. J'étais arrivée au Québec depuis quelques mois. Je connaissais personne. Pas d'amis, pas de famille pour me soutenir. Et une petite fille de 7 ans à élever. Eh bien, je me suis retrouvée à genoux par terre parce que j'en pouvais plus. Mais parce que j'avais négligé 2 premiers avertissements avec 2 dépressions. Je les ai pas écoutés. Et la troisième, je suis... carrément, on va dire que... Mais un être humain normalement constitué peut pas passer au travers des crises d'anxiété par-dessus crises d'anxiété pendant des années, des années. C'est affreux. Donc il faut allumer. Mais si on prend quelque chose qui fait que ça camoufle ça, mais on règle pas le problème. Si tu as mal aux dents, t'as très très mal aux dents, puis tu prends de l'aspirine. Waouh, hein, ça va bien, chouette. On n'a plus mal aux dents. Sauf que l'infection, elle est toujours là. Et quand l'aspirine aura cessé de faire son effet, eh bien l'infection va remonter. On va repartir. Donc en couple, c'est fréquent que tu as le mal de dents, c'est la peur de la solitude. Tu prends la première personne qui passe, ça fait l'effet de l'aspirine. Oh, c'est donc l'euphorie, hein. Oh, j'avais tellement peur d'être seule et d'un seul coup c'est l'euphorie. J'ai quelqu'un dans ma vie, peu importe qui. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie, donc j'ai plus mal aux dents. Mais parce que l'aspirine fait son effet. Mais l'infection est toujours là. Et à un moment donné, hop, ça va remonter, puis le couple ne va pas fonctionner.
Juste parce que t'as peur d'être seul. Oui, mais ça marchera pas parce que tu t'es accoquiné à n'importe qui et ce n'importe qui, c'est pas si tant n'importe qui, c'est la personne qui est exactement au même niveau de déséquilibre que toi. Donc on comprend ce que ça va finir par faire parce qu'une personne déséquilibrée attire forcément une personne déséquilibrée. Et il y en a une qui va se mettre à tout donner et l'autre à tout prendre. J'ai un auditeur qui dit, moi, je suis anxieux à en faire de l'eczéma. Oui, crise d'anxiété, c'est classique. Je m'y suis habitué, puis c'est jamais plaisant. Oh, le pauvre. Oui, ben, en développant votre confiance et votre estime, monsieur, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Oui, effectivement. PascalPiquet.com pour plus de détails sur Pascal Piquet, pour avoir accès à tes livres. Ce soir, on en fait tirer un ou deux. On va avoir une question à vous poser à la fin de l'émission, donc vous devez rester avec nous jusqu'à 22h. Pascal, tu vas avoir une conférence le 15 mai prochain. Absolument, pour la maison de Job. J'ai toujours envie de dire Job. C'est la maison de Job. C'est une maison de thérapie fermée, de réinsertion. Et on a des commanditaires. Et si vous êtes tenté d'être commanditaire aussi, joignez donc la maison de Job. Il y a le service alimentaire 2000, publicité GF, production imprimée Richard Vézina, Privilège Jim, Tim Horton, Étienne Dubreuil, Le Seigneur des Fourneaux et Impôts PLB. Donc c'est le 15 mai, c'est dépendance affective, addiction et mauvais comportement, c'est 1h30 de conférence, c'est au Cégep Garneau, c'est 1660 boulevard de l'Entente, oui, boulevard de voilà, l'Entente. je l'ai cette fois-ci, à Québec, et donc tous les bénéfices iront à la maison de Job, donc ce serait bénéfique pour vous, autant que pour la maison de Job, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, et puis c'est très sympathique, c'est amusant, c'est un vrai show, il y a des images très percutantes, tu sais moi, mes slides sur PowerPoint, ce sont surtout des images. Il n'y a pas des textes à n'en plus finir. Ça gifle. C'est très comique, mais ça gifle. On s'endort pas. Le 15 mai. Absolument. Puis PascalPiquet.com. tu sais, au bout d'1h30, je suis obligée de demander aux gens d'aller se coucher. Ils sont là, la mâchoire pendante, et puis ils attendent la suite. Oui. Je te promets. Bien, tu verras. C'est de soir, ça? Ah oui, t'es coincé ici. Hein. Ouais. Tu peux pas demander un mot d'excuse? Non. Bon. 21h35, on est avec Pascal Piquet, la spécialiste de la dépendance affective et du bonheur. Spécialiste du bonheur. Ça s'écrit-tu sur une carte? Oui. Oui. Oui, je vous entraîne au succès. Wow. Oui, c'est mon leitmotiv. Je suis coach de réussite. Ouais. Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de vie, coach de réussite. Je vous entraîne au succès. Et là, ça fait rire ma fille parce que c'est elle qui me filme quand je m'introduis dans mes vidéos comme ça. Elle est pliée de rire. Mais c'est vrai. Coach de vie, coach de réussite, je vous entraîne au succès. Tout simplement. Et ouais. Il y a des gens qui veulent savoir si la crise de panique puis la crise d'anxiété, c'est la même chose. Oui. Je sais pas. Oui, c'est la même chose. Bien sûr, bien sûr. OK. Parce que moi, dans mes têtes, c'est sûr que moi, quand je vois panique, je vois souvent une femme, là, parce que les femmes, ils paniquent toutes, là. Bon. Mais anxiété, à mes yeux, à moi, parce que je l'ai vécu quelques fois, c'est vraiment au niveau de l'estomac que ça se passe. T'as l'impression que l'estomac surchauffe. Pour toi, parce que d'autres vont avoir une boule au plexus, d'autres l'intestin qui se tord, d'autres sentir qu'ils n'ont plus aucune énergie. Il y a une multitude de symptômes suivant les personnes. Mais une attaque de panique ou de l'anxiété, si tu veux, elle est permanente. Elle t'écrase. L'attaque de panique, elle arrive puis elle redescend, mais peu importe, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est un message, regardez votre vie, il y a quelque chose qui va pas, puis souvent c'est un manque de confiance et d'estime. C'est tous les maux des êtres humains reposent sur le manque de confiance et d'estime. Parce que je pensais que la crise de panique, c'était ramasse tes bas! Ah ouais? Et qui panique dans ce cas-là? Ah, ben la madame. Ça c'est pas trop grave encore. Ramasse tes bas! Ou la mère. Non, c'est plutôt, t'as encore regardé la voisine, hein, je t'ai vu faire. Oh! Ça m'est jamais arrivé. Jamais. Zone de confort. T'as-tu déjà sorti de ta zone de confort, Camille? J'essaie vraiment. Pourquoi? Tu sens le besoin de sortir de ta zone de confort? Oui. Pour m'accomplir, parce que si on reste tout le temps dans notre zone de confort, c'est pas là qu'on évolue. Ouais. Est-ce que je peux intervenir si je vous dérange pas? Ah oui? Oui. Camille, reste dans ta zone de confort. Ah oui? Pas vrai? Mm-hmm. Ah oui? Hey, pourquoi? Je suis étonnée. Mais je vais t'expliquer. Est-ce qu'on fait courir les coureurs à pied avec des talons aiguilles? Non. Pourquoi? Pas dans les films que je regarde, non. Non. Est-ce que tu dors sur un lit à clous? Il court pas? Non. Il fouette? Non, je ne dors pas sur un lit à clous. Voilà, c'est une question de vocabulaire. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement traumatisés par cette phrase « sors de ta zone de confort ». En fait, c'est faux. Il faut rester dans une zone de confort, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ton environnement soit épanouissant pour te surpasser. OK. Pourquoi est-ce qu'on est ici là avec des sièges confortables, avec des micros? Pourquoi est-ce on s'est mis dans une zone de confort pour faire une émission de radio? C'est parce qu'on a besoin d'être dans le meilleur environnement qui soit, et après tu vas te dépasser ou te surpasser.
Okay. C'est ça la différence. Regarde un funambule. Est-ce qu'un funambule, s'il sort de sa zone de confort, se tue? Bah oui. Donc tu le vois faire du vélo, tu le vois faire des sauts périlleux, mais il va toujours garder sa zone de confort avec en se stabilisant avec sa perche, mais il est toujours dans sa zone de confort. Mais après, il peut se dépasser ou se surpasser. Donc c'est une question de vocabulaire et des gens vont se mettre en danger parce qu'ils veulent sortir de leur zone de confort. Et pourquoi on a toujours tendance à penser le contraire, que c'est en se surpassant, c'est passe par sortir de sa zone de confort? Non, si tu veux faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Donc tu vas avoir confiance en toi, tu vas te lancer vers l'inconnu en mesurant quand même les risques, mais tu vas avoir ce courage-là parce que tu vas avoir envie de le faire. Mais si tu le fais, par exemple, tu as envie de sauter en parachute, mais tu es terrifié. Tu es terrifié, puis on t'a dit qu'il faut sortir de ta zone de confort. Et tu le fais, mais tu es terrifié. Et puis d'en haut jusqu'en bas, tu hurles si tu tombes pas dans les pommes. Ah bah ouais. Eh ben, t'auras gagné quoi? Maintenant, si tu rêves de sauter en parachute, t'as la trouille, t'as le trac, mais c'est vraiment quelque chose qui te fait triper. Et tu le fais. Là, t'es pas sorti de ta zone de confort, là. Tu t'es surpassé. Il faut sortir de sa routine. C'est très important, les mots. Tu sais, programmation neuro-linguistique, le langage. Mais il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés. Sors de ta zone de confort, Mais non. Reste dans un environnement propice au fait que tu te dépasses ou que tu te surpasses. Est-ce qu'un chef d'entreprise va aller démarcher des clients en étant habillé en grunge ou en ne s'étant pas lavé depuis 3 semaines? Non. Est-ce qu'on va à un entretien d'embauche en étant débraillé? Est-ce qu'on va à une première date en étant dans un état épouvantable? On va toujours se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour se dépasser ou se surpasser. Et c'est sortir de sa routine, pas de sa zone de confort. Ah, ok. Moi, j'ai eu une cliente qui voulait sortir de sa zone de confort. Elle était terrifiée de sortir le soir, donc elle sortait le soir. Elle était terrifiée. Mais tu sais quoi? Elle était la victime désignée pour n'importe quel prédateur. Ouais. Parce que la lionne attaque toujours l'antilope à la patte cassée. Donc, si tu envoies un message de vulnérabilité, c'est sûr qu'il y a un prédateur. Il y a des gens qui vont le détecter. Absolument. OK. Est-ce que, puis on va reprendre le mot zone de confort intentionnellement, là. J'ai toujours pensé que de sortir de sa zone de confort, ça élargissait un peu notre horizon. Mais oui, parce que tu vas vers l'inconnu. Ouais. Mais il faut que tu sois dans la confiance de le faire, sinon t'es terrifié. Je suis allée à Arbrasca, ma fille me traîne à Arbrasca. Donc j'arrive à la tyrolienne, puis au bout de la tyrolienne, il y a un gros arbre qui t'attend. Arbrasca. Arbrasca, tu sais, tu connais pas? Mais nous, c'est arbre en arbre. Ah, bah c'est où Arbrasca? J'ai vu ça où? Mais ça existe, oui. Ça existe, oui. ok. À côté à Radden, je pense. Fait que, donc, tu te promènes d'arbre en arbre. Je me promène, oui, Voilà. comme Tarzan, Oui. mais sans la liane. Ouais. Et donc un gros arbre se présente à l'autre bout de la tyrolienne, Ouais. et je ne sais pas du tout comment on freine. Donc mon premier réflexe, c'est de demander à ma fille, on fait comment là-bas pour pas se planter les dents dans l'arbre qui est en face. Ouais. Elle me dit, c'est simple, tu mets les pieds en avant. À partir du moment où j'ai su que je pouvais mettre les pieds en avant, je me suis lancée dans le vide, j'avais la technique. Donc, je sortais de ma routine, j'avais jamais fait ça. Néanmoins, en ayant compris comment c'était faisable, je me suis lancée. Mais si j'avais été terrifiée, que tu fais toute la tyrolienne en étant terrifiée, que tu finis placardé contre l'arbre, tu penses que ça va être une bonne expérience? Le remède va être pire que le mal. Ouais. Tu vas perdre ta confiance. C'est le traumatisme. Complètement. T'as pas l'impression qu'on reprend l'exemple du parachute, là. Quelqu'un qui est terrorisé à faire du parachute, il s'oblige à en faire, il se tire en bas de l'avion, puis après ça, il ouvre son parachute, puis après ça, il atterrit, tout va bien. T'as pas l'impression qu'il se sent comme, il est content de s'être dépassé, puis de l'avoir fait, puis peut-être de l'apprécier finalement? S'il saute en étant terrifié, il n'y a aucune chance qu'il apprécie. C'est bien ça. Quand tu es terrifié, il y a aucun moyen de te ramener. Donc tu vas hurler tout le long, ou si tu tombes pas dans les pommes, parce que c'est quelque chose de terrifiant. Tu peux pas ramener quelqu'un qui est terrifié et qui panique. Donc d'abord tu sauteras pas, il faudra qu'on te pousse parce que crois-moi tu sauteras pas quand tu vas être en haut, tu sauteras pas. Il faut que quelqu'un te pousse et si quelqu'un te pousse, ça peut être assez dramatique. Mais il faut pas faire des choses comme ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire quelque chose qui te terrifie? Le remède va être pire que le mal, ça va être encore pire après. Ouais. Parce que c'est sûr et certain que tout est une question de mots, Pascal. Oui. Dans mon cas à moi, tu sais, quand on m'a appelé pour devenir professeur, jamais j'aurais pensé faire ce travail-là parce que de parler devant 10 personnes, de parler pendant 20 personnes, à mes yeux, c'était impossible. Ouais, mais tu l'as fait quand même. Je déteste ça pour mourir et je me suis imposé, je vais te le dire, là, cette première journée, je me suis imposé ce calvaire où... changement de température, là. Oui. Je devais en avoir aux 20 secondes, là. J'avais froid, j'avais chaud, je tremblotais. Je me suis présenté, à ce moment-là, il y avait 18 étudiants. Pascal,
C'est quand on dit sortir de sa zone de confort, à mes yeux, c'est c'était sorti ça, de ta là. routine, sinon tu serais pas allé. Ouais. T'avais mais envie d'y aller. Qu'est-ce qui t'a poussé? parce que c'est quelque chose qui m'a toujours bloqué. Ah oui, mais pourquoi Ouais. pourquoi tu l'as fait? Parce que je voulais le faire. Eh ben voilà. T'avais la volonté. Ouais. Mais oui, parce que quand tu sors de ta routine, ça peut être flippant Mhm. ou tripant. Mais c'est sûr, mais tu vas sortir de ta routine. Et puis tu vas faire une chose que tu as envie de faire, mais que tu as peur de faire, mais au moins tu vas le faire, mais c'est dans un objectif. C'est pas je t'attrape, je te mets un parachute et je te jette dans de l'avion. Moi, ça me ferait pas rire non plus. Ouais, c'est drôle, les 3 messages qui viennent de rentrer qui me parlent d'anxiété. Une qui salut, je vous écoute, c'est Kat. Qu'on salue. Je suis à Singapour. Oh, ben bonjour. Ouais, et Steph qui m'envoie une petite vidéo concernant l'anxiété. Puis Mathias qui dit très bonne émission ce soir sur le sujet que vous avez abordé tout à l'heure, l'anxiété. C'est véritablement un fléau et ça devrait être abordé plus souvent. Mais j'en parle dans le livre La jungle des comportements humains. C'est une grande souffrance de l'être humain. Et il faut le comprendre. Je le répète, l'anxiété, la dépression, le burn-out, ce sont des allergies à un environnement toxique. Je ne suis pas avec le bon conjoint, je suis pas dans le bon job, je manque de confiance et d'estime, je suis écrasée par les autres. C'est une souffrance. On est emprisonné. Et je le comprends. J'ai vraiment eu mon lot d'anxiété. C'était épouvantable, c'est affreux. Je me suis retrouvée à genoux par terre, incapable de respirer. Tellement j'en avais. En fait, tu sais, de ta naissance à aujourd'hui, tu pousses une brouette et les gens la chargent avec leur mauvaise programmation. Puis à un moment donné, tu tombes à genoux. Première dépression. Puis tu te relèves parce que moi je suis une dure à cuire. Puis tu dis, tu sais, comme les enfants, même pas mal. Hop, je repars avec ma brouette. Mais c'est parce que j'ai pris un temps de repos, je me suis habituée au poids de la brouette et je suis repartie avec. Mais moi, je crois qu'elle est vide. Je crois qu'on a nettoyé l'ardoise. Pas du tout. Je me suis habituée au poids. Je repars une deuxième fois. Je le raconte dans le livre. Je repars une deuxième fois. Boum, je retombe. Mais moi, même pas mal. Je vais me retirer un peu, je vais me reprendre du poil de la bête et je repars avec ma brouette. Et Toujours là, avec le même bagage. mais toujours. Mais là, je m'habitue au poids encore qui continue à s'accumuler. Et puis, la 3e fois au Québec, en février 2002, là, je retombe. Mais là, je retombe pour le compte. C'est-à-dire que je suis pliée en deux vraiment physiquement, je suis à genoux par terre et je n'arrive plus à respirer. Et là, je réalise que ce que je faisais naturellement, sans m'en rendre compte, respirer, me demande un effort. Et tu sais, j'étais orgueilleuse, moi, même pas mal, mais besoin de personne. Mais là, je réalise que j'ai besoin d'aide, d'une aide extérieure. Et là, j'ai une phrase qui tourne en boucle, c'est « je suis en train de crever ». Je réalise que je suis en train de crever, mais moi étant une dure à cuire. Parce que ce que Camille ne sait pas, c'est que j'ai été une des premières femmes jockey en France. Je suis passée sous un peloton de chevaux, je faisais de la moto, j'ai eu pas mal d'accidents, donc je suis une dure à cuire. Pratiquer les arts martiaux, enfin bref. Donc là, je ne comprends pas. Je ne suis ni malade, ni accidentée, et je suis à genoux par terre, je ne peux plus respirer. Ça avance plus. Et là, je suis complètement perdue, je comprends plus. Qui n'était pas dû à une cause physique. C'est vraiment ici au 2e étage. Ah mais je savais pas du tout à quoi c'était dû, mais pas du tout. Et quand tout à l'heure Yannick soulignait que comment j'ai fait pour m'en sortir, mais toute seule, par recoupement, en essayant de comprendre les choses, je m'en suis sortie toute seule. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un bon guide pour ceux qui veulent en sortir, parce que j'ai monté tous les étages de la tour, je suis montée jusqu'au 17e à pied, et maintenant qu'est-ce que je fais? Je suis liftier, tu vois, pour mes clients, je les emmène directement pour développer leur confiance et leur estime. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas ce qui m'arrive et je passe par le shiatsu parce que je suis très pressée de sortir de la colère parce que je veux vraiment tuer mon 2e conjoint. Et je le sais. Je le sais. Il est l'accumulation de tous les malheurs que j'ai pu avoir. Il catalyse ça. Et comme il est violent aussi, je sais que si on se recroise et qu'on commence à se battre, je vais disjoncter. Donc, je vais vers le shiatsu pour me libérer de la colère et de la tristesse. Mais après, il fallait que je comprenne ce qui m'était arrivé. Et en écrivant le syndrome de Tarzan, je remets toutes les pièces du casse-tête dans le bon sens. Et là, je comprends tout ce que j'ai compris. Et je me reconstruis. Donc je comprends, mesdames et messieurs, si vous souffrez d'anxiété, je comprends. Mais on peut aussi régler ça. Pascal, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est les changements hormonaux chez les hommes, mais depuis peut-être un mois et demi, j'ai des gens, des connaissances, c'est pas des amis proches, mais c'est des connaissances que j'apprends qui ont totalement changé de carrière. Ils approchent la quarantaine. Puis on dirait que ils cherchent leur mission de vie. Un qui était avocat, entre autres. Puis j'en ai parlé d'un aussi, là, mais je vais prendre celui que j'ai vu hier midi. Avocat, ça fait 18 ans qu'il est avocat, et il me mentionne qu'il quitte tout pour ouvrir son propre café dans le secteur de Montréal. Mm-hmm. Puis je lui ai dit, mais pourquoi tu lâches ta job d'avocat? Il dit, parce que c'est plus pour moi. Non, je suis rendu ailleurs. C'est ça. Puis les problèmes des autres, ça m'intéresse plus. C'est ça. Je veux juste
avoir du bonheur le restant du temps qui me reste. Et probablement qu'il est devenu avocat par mauvaise programmation. C'était pas sa définition de vie. Moi, j'étais assistante de direction, imagine. Ouais. Je suis tombée sur des fous furieux. Bien sûr, j'attirais autant les fous dans ma vie privée que professionnelle parce que on attire, quand on est en déséquilibre, on attire des déséquilibrés. Mais j'étais dans un métier que je n'aimais pas. Un chum électricien qui est devenu prof d'escalade. Oui. Mais c'est pas une mission, c'est juste de se mettre à la bonne place. Moi, j'étais pas à la bonne place non plus en tant que secrétaire de direction. Donc là, maintenant, je suis à ma place. Et j'ai mis 40 ans à trouver ma place parce que j'étais étouffée par la colère et la tristesse et que l'anxiété était arrivée à son paroxysme et que ça m'a vraiment frappé de plein fouet pour que je réalise qu'il fallait que je règle quelque chose. Mais c'est trop jeune, 16, 17, 18 ans, de commencer à leur dire, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie puis enlignez-vous? Mais ils le savent pas. Ils savent pas. Moi, je savais pas non plus à 18 ans. Je voulais être psychologue. Mais je voulais pas que mes parents payent les études. Oui, mais c'est parce que je suis revenue à mes premières amours par la bande. Mais aujourd'hui, je suis heureuse d'être coach parce que je suis libre. Je fais mes propres techniques. J'ai ma propre façon de travailler. Donc, c'est extraordinaire. Je peux être créative. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire dans le respect de la personne et dans la bienveillance. Mais c'est extraordinaire. J'ai monté quelque chose d'unique. Ma semaine VIP est unique, ou sur 2 jours pour les Québécois, sur 2 jours à la campagne, à Saint-Jean-de-Mata, ou par Skype. Je peux tout à fait coacher par Skype des gens du monde entier. C'est fabuleux. Moi, je me promène de Hong Kong à Bangkok, en Australie. On était à Singapour. Voilà, c'est ça. Je suis partout. En une journée, je peux aller dans plein d'endroits différents. Wow. Mais c'est fabuleux. C'est cette capacité d'être créative et d'avoir monté mes propres techniques qui sont parfaitement adaptées à mes clients parce que je les comprends. Je sais exactement. Sais-tu la différence entre l'empathie et la compassion? Vas-y. Mais la compassion, tu comprends les malheurs de la personne et tu les ressens, tu les vis aussi. Et l'empathie, tu comprends mais tu ne vis pas les souffrances. Ah. Moi, je suis empathique. Je peux absolument comprendre mes clients. J'ai été trou noir affectif. Tu sais, celui qui prend tout, qu'on appelle les pervers narcissiques manipulateurs, auxquels je ne crois pas. Ce sont juste des gens en situation de survie. Donc, j'ai été trou noir affectif. J'ai été Desperado, celui qui donne tout. Ça, je m'en souviens. Desperado et trou noir affectif. Mais j'ai été tout ça. Puis, je suis passée par tellement de turbulences et de drames que je comprends mes clients instantanément. Et ça, c'est important. Donc, du coup, j'ai monté mes propres techniques et je sais les guider. Et je les comprends. Mais quelqu'un qui aujourd'hui est avocat ou je sais pas moi, électricien dans la construction, qui aime plus son travail. Mais c'est courageux de changer. Ils ont raison. Bravo. Il faut changer. Quand c'est possible, il y a des réalités aussi, Yannick. Ouais. On peut pas dire aux gens, allez, t'es pas heureux dans ton job, change. Il y a pas de formule magique. Il y a des réalités. Ouais. Moi, j'ai pu reprendre mes études à 40 ans. J'étais endettée jusqu'au cou, mais j'ai payé mes études. Je considérais que j'investissais sur moi, ce qui était un bon plan. Mais à 40 ans, j'ai repris mes études en PNL, en shiatsu, en décodage biologique, enfin plusieurs choses à mon actif pour comprendre l'être humain et puis surtout pour mettre dans le bon sens ce que j'avais déjà compris sur le terrain. Parce que en ce qui me concerne, je ne répercute que ce qui m'a traversé le corps. Je ne répercute que ce que j'ai constaté et ce qui est indéniable pour moi. À partir de là, je suis capable de répercuter. Et donc j'ai compris ce qui m'était arrivé, je comprends et tu sais quoi, Camille, c'est toujours la même chose. Okay. Les gens malheureux font tous la même chose pour être malheureux et les gens heureux font tous la même chose pour être heureux. Les gens heureux sont courtois avec les autres. Les gens malheureux, soit ils s'aiment trop ou pas assez, soit ils prennent soin d'eux ou pas du tout. Trop soin d'eux ou pas du tout. C'est-à-dire qu'on a les dominateurs ou les dominés. Et de l'autre côté, on a des gens qui prennent soin d'eux et qui s'aiment et qui s'apprécient. Et pourquoi ces gens-là sont courtois alors que les autres ne le sont pas? Parce qu'un dominé, c'est pas rigolo non plus, hein. Un dominé qui est ton esclave et qui te demande, Camille, veux-tu un peu plus de café? As-tu trop chaud? Camille, est-ce que tu veux que je monte le micro? Est-ce que tu veux que je te mette mieux les écouteurs? Ça va t'agacer rapidement. Oui. C'est ça. Et quand tu es au service d'eux, tu deviens esclave et ce que tu génères, c'est le mépris. Mais quand tu rends service, tu es maître de ton destin et ce que tu génères, c'est le respect. Wow. Parmi les derniers textos qui sont rentrés, bonsoir, je vous écoute présentement, c'est exactement ce que je vis, merci de l'avoir verbalisé, je suis dans un cul-de-sac professionnel. Marie-Michel, qui est une conseillère en orientation, là, c'est pas écrit sur sa définition, mais je sais qui elle est. Non, il y a rien de magique en réorientation. Non. Ouais. Non, c'est parce que, en fait, des fois, on est malheureux dans son job parce que on va pas bien soi-même. Et parce qu'on a un environnement toxique, des collègues de travail ou un supérieur hiérarchique dominateur. Mais parfois, c'est juste parce qu'on va pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On veut tout jeter. La femme, le conjoint, le poisson rouge, le job, on veut tout jeter. Mais souvent, c'est parce que l'anxiété est à l'intérieur et elle relève d'un manque de confiance et d'estime. Donc, d'abord, moi, mes clients, quand ils veulent tout bouleverser, je leur dis hop. D'abord, on va te reconstruire et ensuite, tu décideras.
d'une façon éclairée. Ce ne sera plus la vie qui décidera pour toi, mais toi qui vas décider de ta vie. Mais on appelle ça une mission de vie? Mais tu sais ce que c'est ta première mission? Ben, moi, ma mission à moi, c'est de mes gars, là. Notre première mission, c'est d'être heureux. Et Ouais. la deuxième, c'est d'en faire profiter les autres, quel que soit notre métier. Okay. Donc, on n'est pas tous faits pour être Obama, Gandhi, ou Mère Teresa, ou Johnny Hallyday, ou Éric Lapointe, ou Dieu sait qui. Mm-hmm. Chacun sa vie. On n'a pas besoin d'être connu. On est 7 milliards d'humains. Si on passe tous à la télé, qui va nous écouter, qui va nous regarder? Ouais. Donc on a tendance à croire qu'il faut faire quelque chose qui va changer la vie des gens, tu sais, qui va apporter un plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, une mission de vie, ça peut être, je sais pas, moi, quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la construction, puis après ça, ben, il se ramasse dans un CHSLD pour aider les personnes âgées, tu sais. Oui, c'est parce qu'il fait ce qu'il aime. Il veut aider. Il aime ce qu'il fait, et donc du coup, il le répercute. Exact. Quelqu'un d'heureux dans son métier, un boucher heureux, c'est formidable. Oui. Dans mon livre, je prends le cas de 2 personnes du village, la coiffeuse Mélanie et France qui est à la caissière au supermarché du village. Et cette femme est extraordinaire. Elle rit, elle est d'une joie de vivre extraordinaire. Elle donne du bonheur aux gens qui passent à sa caisse, tout simplement parce qu'elle est tout le temps en train de rire. Et ben voilà sa mission. Elle rit, elle est adorable. Et la coiffeuse, elle te fait un sketch. Quand tu vas la voir, écoute, c'est désopilant. Moi, j'adore y aller. Elle te fait un sketch, elle te raconte sa vie, puis elle est très volubile, elle est très drôle, elle le fait même pas exprès, mais elle est extraordinaire, elle te fait du bien. Donc, c'est ce que je dis. Votre première mission, mesdames et messieurs, c'est d'être heureux. Vous avez la mission de trouver votre équilibre et de trouver votre bonheur. Ouais. Et une fois que vous l'avez trouvé, ça peut être en étant célèbre ou en n'étant pas célèbre, ça peut être en tricotant ou en élevant des chèvres, on s'en fout. Mais tu sais quoi, ça revient un peu au cours de survie. Pensez à vous. Mais bien sûr. Avant de penser aux autres. Et après voilà, ça, vous allez être les meilleures personnes pour ça. aider les autres. C'est ça. Dans quoi tu es bien? Moi, j'adore mon métier. J'adore toutes les cordes que j'ai à mon arc. Autant conférencière que écrivain, que coach, que formatrice en entreprise. J'aime ça. Moi, j'aime beaucoup mes clients. J'ai un soin particulier pour choisir mes clients. Vraiment. Et puis, quand je choisis un client, c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'il sait que je suis là pour la vie. Enfin, pour la mienne, en tout cas. Mais en fait, mes clients, je les rends autonomes très rapidement et ensuite, ils savent que je suis là. Et comme ils savent que je suis là, ils volent de leurs propres ailes. Donc, alors bien sûr, oui, on est en radio. Alors on va te dire, ouais, mais t'es célèbre, Yannick, t'es en radio, Camille, t'es célèbre, t'es en radio, Pascal, tu passes à la télé, voilà. Mais oui, mais je fais pas ça pour être célèbre. Je fais ça pour soulager des gens qui font de l'anxiété en ce moment et qui écoutent l'émission et qui pensent qu'on n'en sort pas. Et si on en sort, j'en suis sortie. Ouais. J'en suis un exemple vivant. Je suis sortie de la dépression, du burn-out, de l'anxiété, et je n'en fais plus. Et la souffrance, c'est un langage. Quand tu ne la parles plus, tu l'as oubliée. Moi, je ne me souviens plus de la souffrance que j'ai ressentie quand mon mari me trompait pendant que j'étais enceinte. Enfin, toutes les horreurs que j'ai pu vivre, je ne me souviens pas de la souffrance. Parce que je la parle plus, ça fait longtemps. J'évite les zones de turbulence, c'est comme un avion. Tu évites les pièges, tu sais, tu évites les zones de turbulence, et s'il y a une zone de turbulence à traverser, tu vas la traverser. Parce que tu es bien dans ta peau, tu es solide et tu la traverseras. OK. Dernière question avant de te laisser partir. Et de faire tirer ton livre, La jungle des comportements humains, qu'on va faire tirer dans quelques minutes. Pourquoi il y a des gens qui sont d'éternelles victimes? Ah, c'est une bonne question. Je veux que tu leur parles à eux ce soir, là, des gens qui, peu importe, dans leur famille, dans leur carrière professionnelle, en amitié, en amour, c'est toujours eux autres qui se ramassent comme les victimes. C'est-à-dire que ils sont des antilopes à la patte cassée. Ils envoient un signal de faiblesse qui fait que ça attire les prédateurs. Mais après, il y a 2 solutions. Quand tu constates que tu es la cible de tous les prédateurs, soit tu considères que tu es une victime et que tu seras toujours la cible et tu te mets à vouloir te venger, soit tu comprends que ça vient de toi. Et si ça vient de toi, c'est la bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que si ça vient de toi, tu peux changer les choses en développant ta confiance et ton estime. Je suis agaçante avec ma confiance et mon estime, mais c'est la solution à tous les problèmes. C'est en fait la base. Ces gens-là qui nous écoutent, là, qui se disent, tabarouette, ils viennent de parler de moi en radio, là, ils commencent par quoi? Par me téléphoner. Ouais. Je suis en train de m'étouffer, mais ils peuvent m'écrire sur ma page Facebook ou sur mon site www.pascalpiquet.com. Ma publicité, c'est dès le premier appel, vous vous sentirez déjà mieux. Donc ils peuvent aller visiter mon site, voir comment je travaille, regarder ma page Facebook, acheter le livre La jungle des comportements humains qui parle beaucoup d'anxiété. Et surtout, il y a des solutions. Donc la personne qui est tout le temps victime, elle attire la foudre. Donc il faut qu'elle se demande pourquoi elle attire la foudre. Et une fois qu'elle a compris que c'est son manque de confiance et d'estime qui envoie un signal de vulnérabilité et qu'elle se fait bouffer par tous les prédateurs, eh bien en musclant la confiance et l'estime,
le résultat est inverse, c'est-à-dire que tu attires que des bonnes choses. Et s'il y a un dominateur qui essaie de s'en prendre à toi, il va se casser les dents. Ouais. Tu connais ma devise, moi je m'appelle Pascal Piquet, qui s'y frotte s'y pique. Mais sinon, je suis adorable. Non, je suis adorable. C'est tout. PascalPiquet.com. Le livre, on le fait tirer à l'instant. Quelle question qu'on peut poser, Pascal? Qu'est-ce qu'on pourrait demander? C'est cruel, la différence entre l'empathie et la compassion. Oui. La différence entre l'empathie et la compassion. Même Yannick a oublié, donc, mesdames et messieurs, ne comptez pas sur son aide pour vous souffler. C'est Camille qui répond au téléphone. 88-670-9098. 88-670-9098. On prend le 10e appel. Livre de Pascal Piquet, qui est aussi auteur du best-seller Le syndrome de Tarzan. Ton livre s'appelle La jungle des comportements humains. Pour s'en sortir, suivez le guide. C'est aux éditions Béliveau. Donc, on va prendre le 10e appel. Et la question, rappelle-le, Camille. Quelle est la différence entre l'empathie et la compassion? Alright. Merci beaucoup. Et on rappelle ta conférence le 15 mai et on termine avec ça. Absolument. Le 15 mai. Le 15 mai au Cégep Garneau. La conférence est dépendance affective, addiction et mauvais comportement. C'est une soirée bénéfice pour la maison de Job. Donc venez nombreux. Ce sera bénéfique pour tout le monde.